Radio Aléo, la MFR de Pont-Nouvelle et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Le matin du 29 avril 1988, Antoine Maldemé a un drôle de pressentiment. Il décide de ne pas prendre sa moto pour aller au travail comme il le fait d'habitude. Le drame n'est finalement pas arrivé le matin, mais en fin de soirée. Vers 18h45, Antoine Maldemé décide quand même d'aller faire un tour avec sa moto. Malheureusement, ce tour de moto va prendre une tournure inattendue. Il aperçoit sa copine Delphine, figée dans sa voiture au milieu de la chaussée. Par réflexe, il contrebraque et donne un léger coup de guidon. Au lieu d'éviter son amie, il la percute et se fait projeter à plus de 22 mètres de sa moto. Antoine Maldemé a accepté de nous en dire plus sur ce jour qui a changé sa vie. Et nous avons le plaisir de l'avoir à nos côtés. Bonjour Antoine. Bonjour. Le matin du 29 avril 1988, un pressentiment vous a envahi l'esprit. Comment avez-vous géré cela ? Alors effectivement, le matin, je devais partir à moto. Et lorsque j'ai commencé à enfourcher celle-ci, j'ai démarré la moto. J'ai eu un mal-être et je pouvais pas monter sur cette moto-là. Donc j'ai décidé de couper le contact, de retirer mes habits, de prendre les clés de ma voiture et de partir en voiture. J'étais en panique, j'étais devant cette moto, j'étais incapable de monter dessus. Et lorsque mon père était présent, il me regardait, mais il dit « mais tu pars pas en moto comme tu devais partir ». Et effectivement, j'ai prétexté qu'il y avait un manque d'essence dans celle-ci pour prendre ma voiture. Et c'est vrai que le soir, lorsque je suis revenu de mon travail, c'était un stage que je faisais à 3 à 60 km de chez moi. Il y avait un grand soleil et j'ai regretté de ne pas être en moto pour doubler, pour aller plus vite, pour pouvoir être bien aussi parce que je me sentais bien à moto. Et lorsque je suis arrivé, je me suis empressé de partir à moto, de faire un tour. Et c'est vrai qu'entre-temps, entre le temps de venir chez moi, de repartir, mon père, le téléphone sonne et c'était ma copine, mon amie Delphine qui me téléphonait pour venir boire un café chez moi. Et du coup, je dis oui, tu peux venir, il n'y a pas de souci, je suis là. J'avais 5 minutes devant moi, j'ai quand même pris cette moto-là et je suis sorti de chez moi, j'ai croisé ma copine Delphine et j'ai fait un signe comme quoi je faisais demi-tour parce que finalement j'avais pas le temps d'aller faire ce tour de moto-là. Et lorsque j'ai fait demi-tour, elle aussi a fait demi-tour parce qu'elle n'a pas compris mon geste et on s'est rentré dedans. Et c'est vrai que ma vie a basculé en une fraction de seconde parce que c'était vraiment très très vite. Dans votre livre, vous racontez avoir vu votre copine pétrifiée. À ce moment-là, avez-vous vu votre vie défiler ? Non, ça a été vraiment très vite. J'ai à peine vu son visage que je me suis retrouvé au sol. J'ai pourtant fait une chute de presque 22 mètres, mais je me suis pas rendu compte de l'impact. Je me suis pas rendu compte, ça va tellement très très vite. Finalement, j'étais à peine sur la voiture que je me suis retrouvé à terre. Bon, c'est vrai que le cerveau a tendance à oublier certaines choses lorsqu'il y a un choc brutal comme celui-ci. J'avais qu'une seule hâte, c'est de voir les pompiers arriver pour me sauver. Quelle émotion avez-vous ressenti lors de votre accident ? Je suis resté conscient du début jusqu'à la fin. J'ai pas beaucoup d'émotions. J'étais un peu en état de choc. J'étais presque dans un état d'hypnose en quelque sorte. Mais je me souviens lorsque ma copine s'est accroupie vers moi et elle me touchait les jambes, je sentais pas sa main se poser sur mon corps. Je trouvais ça bizarre, je trouvais ça un peu surréaliste, comme dans un rêve quand j'étais porté, j'étais basculé dans un autre monde en quelque sorte. Les secours ont mis un petit moment pour arriver. Étiez-vous conscient ? Oui, alors par contre, le temps est interminable. Entre l'accident et le secours, le temps pour nous est interminable, alors que finalement, ils font au plus vite à chaque fois. Je suis resté conscient du début jusqu'à la fin. Je n'avais aucune douleur parce que finalement, j'étais tétraplégique. La moelle épinière était endommagée, ça je le savais pas. On n'a pas de douleur dans ces cas-là, on sent rien. Donc je suis resté conscient jusqu'à temps qu'ils m'endorment pour m'opérer. Avez-vous des souvenirs de votre arrivée aux urgences ? J'ai eu l'impression de rentrer comme dans une fourmilière avec des blouses blanches tout partout. C'était un monde actif, alors que nous on se retrouve inactif, on est allongé, on se laisse porter à droite et à gauche. Et lorsque je suis arrivé, d'ailleurs on confond tout le monde, les infirmières, les médecins, tout le monde est en blouse blanche. De plus maintenant avec les masques, je pense que ça fait encore pire. Je me souviens qu'il y a une infirmière qui est venue vers moi, qui m'a expliqué un peu le déroulement des choses. On va vous découper vos vêtements parce que vous pouvez pas bouger, on va faire ci, on va faire ça. Et franchement, je me laisse porter. J'ai le souvenir d'une image un peu macabre sur moi-même parce que je me suis retrouvé allongé, je voyais que mes pieds.
J'avais une couverture marron qui était sur moi parce que j'avais très très froid. Et j'avais l'impression, il y avait un grand couloir blanc, alors ça fait qui me portait pour aller jusqu'au scanner. Et ça me faisait une drôle d'impression de me retrouver dans un monde où tout bouge, tout le monde bouge, et nous on reste cloîtré dans son corps à ne plus pouvoir bouger. Finalement, bon, les secours étaient assez rapides et ils ont fait les choses avec soin et très professionnel, quoi. Je retire mon chapeau parce que à tout moment j'aurais pu rester complètement tétraplégique parce que chaque faux mouvement de leur part aurait été pour moi un échec. Donc tout était bien millimétré, tout était bien corde. Enfin, c'était nickel, quoi. C'était d'après mon souvenir. Comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a annoncé que vos membres étaient paralysés? La première fois qu'on m'a annoncé que j'avais un problème de moelle épinière, déjà lorsqu'on parle de moelle épinière, l'impact est très très fort pour nous. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça va finir. Enfin, là j'ai su où ça commençait, mais la terminaison, on ne sait pas trop comment on va finir, si on va finir en fauteuil roulant, si on sera complètement tétraplégique. Et moi, l'annonce s'est faite juste après le scanner, où le médecin m'a annoncé que ma moelle épinière, j'avais une vertèbre de cassée, et la moelle épinière était comprimée, et on m'a annoncé que j'étais tétraplégique. C'est une onde de choc pour moi, c'était terrible. En plus, je trouve que ce jeune interne, il a pas eu beaucoup de délicatesse avec moi. Il a posé mon dossier de radio sur mon ventre, en me disant, jeune homme, tu es tétraplégique. Et franchement, j'y croyais pas. Je pensais que il allait y avoir un mauvais diagnostic, il va y avoir que j'allais pouvoir repartir le soir chez moi, que j'allais pouvoir reprendre une vie normale. Mais plus les choses avançaient et plus je me sentais recroquevillé dans ce corps-là. Et moi, j'avais de chance de remarcher, donc c'était assez dur l'annonce de la tétraplégie. Surtout quand on a 20 ans. À 20 ans, on prétend pouvoir bouger, on prétend pouvoir faire d'autres choses que de rester alité sur un lit tout le restant de vos jours ou dans un fauteuil roulant. C'était assez compliqué. Dans votre livre, vous dites avoir passé un scanner. Pouvez-vous nous en dire plus? Ce scanner, c'était alors un moment pour moi de répit entre ce que j'avais vécu avant et ce que j'allais pouvoir vivre là. C'était une pause, c'était une récréation, je me laissais porter. Et lorsqu'on m'a mis dans ce scanner-là, que l'appareil venait au fur et à mesure vers moi, je me disais, mais qu'est-ce qui va me trouver encore? Qu'est-ce qui va me trouver? Qu'est-ce qui va encore m'annoncer? J'étais à la fois stressé, mais à la fois zen. C'était une récréation pour moi. J'attendais à nouveau que le bilan ressorte, parce que c'était la radio qu'on m'annonçait que j'étais tétraplégique, donc le scanner allait préciser certaines choses. Je voulais qu'il soit interminable, de façon à ce qu'il me dise à la fin, ben non, c'est bon, vous allez pouvoir repartir chez vous. J'étais entre ces deux profils-là, entre y croire, ne pas y croire, faire une pause, ça aille vite, ça aille pas vite. J'étais prisonnier dans cette chose. Est-ce que vos opérations ont été difficiles à vivre? Finalement, la première opération, c'était une délivrance pour moi. J'étais entre les mains d'un très bon chirurgien. J'avais hâte d'être endormi, quitte à ne pas revenir. Je voulais en finir avec tout ça. Franchement, je serais parti à ce moment-là. Pour moi, c'était pas grave parce que je me voyais mal rester tétraplégique tout le restant de mes jours. Bon, j'étais quelqu'un de très sportif. Je faisais beaucoup de sport, du judo, de la moto, de cross, du footing. Je faisais du vélo, je faisais du foot. Cette opération-là, c'était aussi un échappatoire. C'est vrai que lorsqu'on dort, on part, on pense à plus rien. Les autres opérations que j'ai eues, j'en ai eu beaucoup, donc sur Paris aussi. Mais là, je savais que c'était pour améliorer ma situation, donc j'en ai eu encore une récemment sur Lyon. Pour moi, c'était du plus, donc chaque opération que je peux faire qui peut améliorer mon état, je fais les opérations en toute confiance. À l'heure d'aujourd'hui, avez-vous des séquelles? Et j'en ai beaucoup, beaucoup par rapport à ce que j'ai eu, non. J'ai du mal à marcher. Avant Covid, je sais que j'ai attrapé le Covid au mois d'octobre. Ça m'a complètement réduit. Avant, je pouvais faire 9 km par jour. Je pouvais marcher pendant 9 km. Maintenant, j'ai eu la chance de faire 3 km hier. Sinon, c'était 1,5 km d'une durée. Sinon, je tombe beaucoup. Mon pied raccroche par terre. Je tombe. Donc après j'ai aussi la main, j'ai pas de force dans les doigts, donc des fois c'est assez compliqué pour moi. Seulement déjà pour ouvrir une bouteille, j'ai du mal à ouvrir une bouteille d'eau. J'ai des douleurs neuropathiques. Alors ça, les douleurs neuropathiques,
pas beaucoup de monde sait ce que c'est, mais c'est des douleurs comme si quand vous poignardez des coups de couteau dans l'avant-bras, enfin moi c'est l'avant-bras, comme si on vous arrachait la peau, c'est très très douloureux. Et ça, j'en ai en permanence, donc j'ai des traitements qui font que ça calme la douleur, que ça calme le feu. Bon, après, je vous parle pas des séquelles. Ne pas me retenir d'aller à la selle, ça c'est aussi compliqué pour moi. Voilà, il y a plein de choses qui sont liées à cette moelle épinière qui a été compressée. Les problèmes de respiration, c'est assez compliqué pour moi de respirer. Lorsque je marche, je peux pas marcher et parler en même temps. C'est compliqué. La marche, c'est un mouvement de réflexe. Et ça, le mouvement de réflexe, je l'ai perdu. Donc, dès l'instant que je pense plus à marcher, je tombe. Selon vous, si votre casque avait été attaché, auriez-vous eu les mêmes séquelles? Non, pas du tout. Non, je serais remonté sur ma moto, je serais reparti. J'aurais que du dégât matériel parce que je n'avais pas une cassure, j'avais aucune cassure, ni un bras, ni une jambe de cassée, ni une côte de cassée, rien. Lorsque j'ai fait la chute de 22 mètres, ma tête a tapé contre la porte d'un bar. Et c'est le casque qui est remonté, qui était mal attaché, qui est remonté. Et c'est ce casque-là qui devait me protéger, qui m'a anéanti. Le casque aurait été attaché, j'aurais rien eu. Aujourd'hui, vous pouvez marcher. Combien de temps a duré votre rééducation? Oula, j'y suis encore. Je suis encore en rééducation. J'y vais 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Sinon, je suis resté pendant presque 1 an à l'hôpital. Je suis resté dans ce centre de rééducation pendant 9 mois, avoir 5 séances. Tous les jours, j'étais en rééducation. Donc la rééducation continue. C'est plus de la rééducation pour pouvoir remarcher correctement, c'est plus de l'entretien. Parce que faut pas laisser les muscles s'atrophier, donc il faut que je continue ma rééducation, il faut que je continue à marcher, essayer de marcher le plus longtemps possible. On m'avait dit qu'à 50 ans, je risquerais d'être dans un fauteuil roulant. Bon, j'ai 56 ans cette année. J'ai réussi à gagner du temps grâce à la rééducation, grâce à mon métier, j'étais restaurateur. Et du coup, je faisais beaucoup de pas, je me dépensais énormément. Il faut que je garde ce rythme-là pour pouvoir ne pas finir dans un fauteuil roulant. Mais la finalité, je sais que ce sera un fauteuil roulant, je le sais. À quel âge, je sais pas. Vous avez écrit un livre et vous êtes en train de créer une pièce de théâtre. Pourquoi avez-vous décidé de raconter cela? Au début, j'ai écrit mon livre, j'ai eu du mal à le sortir parce que je raconte dans mon livre des choses que mes parents, ma famille ne savaient pas. Le livre est sorti. On m'a demandé de raconter mon histoire, chose que j'ai fait dans un collège dans l'Aube. Et on m'a redemandé de revenir, on m'a redemandé. Et du coup, j'ai fait des conférences pour sensibiliser un peu les jeunes sur les accidents de la route et le danger qui peuvent conduire à une situation de handicap. Alors au début, on avait écrit un scénario film. Donc le scénario film est écrit et du coup en attendant que ce film sorte, qu'on trouve tout ce monde-là autour de ce scénario film, j'ai repris des extraits du scénario film pour en faire une pièce de théâtre. Et finalement la pièce de théâtre elle est prête, donc on devait la jouer l'année dernière, à cette époque-ci, mais cause Covid a fait que tout était annulé. J'ai une équipe autour de moi qui m'aide beaucoup au niveau de la mise en scène, au niveau des dialogues, parce que j'ai voulu mettre quelques passages les plus sensibles de mon livre. Et finalement, raconter mon histoire de par l'écriture, de par la mise en scène, je trouve que c'est un impact assez fort parce que dans le sens où on se rend pas bien compte de l'impact lorsqu'on est accidenté de la route ou l'impact que ça peut générer autour de nous, la famille, les amis. Et je veux vraiment montrer que tout le monde est mêlé à mon histoire. Je suis pas le seul dans cette pièce de théâtre. Qui va jouer dans cette pièce de théâtre? Beaucoup de Mâconnais, des gens de mon entourage. Et puis après, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, donc j'ai eu des réponses pour le rôle et j'ai retrouvé récemment un jeune comédien de Tournu qui a déjà fait du théâtre et qui a fait l'école de l'art à Paris et qui va nous aider à manager un peu cette troupe de théâtre-là. Merci beaucoup Antoine Maldemé d'avoir accepté de témoigner pour nous. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.lesouffledelespoir.fr. Merci beaucoup à vous et puis j'ai apprécié votre interview. Merci. Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.